Voilà 45 ans, la toute-puissante armée rouge envahissait donc l'Afghanistan, une opération prévue pour durer quelques semaines, mais on connaît la suite que vient de nous rappeler à l'instant ce documentaire choc réalisé par Nicolas Jalot. L'occasion maintenant avec nos invités présents aujourd'hui sur ce plateau de Débat Doc de se demander si l'Afghanistan, de nouveau dirigé par le mouvement islamique des talibans, est désormais condamné à l'isolement. Avec nous pour commencer, Shakiba Daoud, bienvenue à vous. Vous êtes présidente de l'association Le Cercle Persan, c'est une association franco-persane afghane à but non lucratif fondée pour promouvoir les échanges socio-culturels entre la France et le monde persan. À titre personnel, vous êtes artiste et militante pour le droit des femmes. Et puis, il y a aussi votre histoire. Oui. Puisque vos parents ont quitté l'Afghanistan suite à l'invasion soviétique, dont ce film est venu nous rappeler le déroulement. Vous avez ensuite, avec votre famille, regagné l'Iran. Vous êtes né en Iran. Et puis en 2003, vous et votre famille décidez de revenir en Afghanistan. Vous y resterez pendant 6 ans avant de regagner la France. À vos côtés, Jean-Yves Berthaud. Bienvenue à vous, Jean-Yves Berthaud. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Afghanistan. Vous avez débuté votre carrière à Kaboul en 1979 avant d'y retourner diriger la mission diplomatique française. C'était entre 1997 et 2001. Autrement dit, une période où les talibans était au pouvoir en Afghanistan, et vous avez publié entre autres aux éditions Saint-Simon Déjeuner avec les talibans, révélation d'un diplomate, où vous retracez dans ce livre les 40 ans d'histoire entre l'invasion soviétique de 1979 et la fin de l'intervention américaine en 2021. Et puis enfin avec nous Olivier Guyard, bienvenue. Vous êtes directeur en droit international public, chercheur à l'Institut d'études de géopolitique appliquée et directeur du service d'information et d'analyse chez Crisis 24. Une carte, évidemment, pour commencer, et resituer l'Afghanistan, plus exactement l'émirat islamique d'Afghanistan, puisque c'est le terme utilisé pour ce pays aujourd'hui. Il nous faut raconter la suite de ce film. Entre 1992 et 1996, eh bien, ce pays a connu une guerre civile entre factions moudjahidines divisées selon des critères religieux, ethniques et régionaux, et puis les talibans parviendront à prendre le pouvoir à la suite de cette guerre civile en 97. Vous étiez d'ailleurs à ce moment-là, vous arrivez sur place, puis jusqu'en 2001, et puis évidemment arrivent les attentats du 11 septembre 2001. Et suite à ces attentats, pour lutter contre le terrorisme, c'était en tout cas l'objectif. L'OTAN et une coalition internationale dans laquelle figurait la France et qui était dirigée en grande partie par les États-Unis, eh bien, prend le pouvoir aux talibans en Afghanistan, et ce pendant 20 ans. Et en août 2021, cette coalition se retirera définitivement, notamment les Américains. Les Français, eux, partiront d'Afghanistan et de cette coalition en 2014. Et c'est François Hollande qui prend cette décision. Comment est-ce qu'on peut qualifier la suite de l'histoire du film que nous venons de voir, très rapidement ? Très rapidement, donc vous avez dressé les étapes importantes de ce mouvement. On voit qu'il n'y a pas eu de phase de tranquillité, que la population afghane post-conflit a continué à subir les affres des affrontements interclaniques, interfactions, mêlés d'influences étrangères, donc des 6 voisins, notamment au moins 3 des 6 voisins de l'Afghanistan. La population n'a pas pu souffler, le pays n'a pas pu se reconstruire, n'a pas pu se développer, quand bien même lorsque la coalition internationale menée par l'OTAN et donc diverses grandes organisations, grandes capitales, s'est employée durant l'espace d'une génération d'hommes, de 2001 à 2021, à essayer de reconstruire, de refédérer, relancer des dynamiques différentes, apporter un peu d'espoir à la population. Malheureusement, donc, l'ensemble de ces efforts, les sommes consenties, les victimes qui ont payé le coût de ces efforts, il est assez patent aujourd'hui quand on se promène en Afghanistan en se disant mais où sont passés ces efforts, pourquoi tant de... Ces espoirs n'ont pas été véritablement concrétisés. La population n'a pas de travail, pas de perspective. La situation socio-économique est catastrophique. Tous les indicateurs sont parmi les plus mauvais donc de ceux mis en place par les Nations Unies. C'est une histoire qui est d'une grande tristesse, d'une profondeur entre espérance et désespérance. On n'en voit littéralement pas spécialement le bout. C'est bien dommage, évidemment, en premier lieu pour les 40 millions d'Afghans. Au-delà de la lutte contre le terrorisme, qui était l'objectif affiché, est-ce qu'il était aussi question d'installer
installé bel et bien une démocratie en Afghanistan. Il y a eu des élections libres en Afghanistan durant cette période. Bien entendu, une en 2004, en 2009, en 2014, en 2019 la dernière fois, avec à chaque fois un président élu, avec des Afghans qui étaient ravis de participer au scrutin dans des conditions de régularité plus ou moins acceptable, vu les conditions. J'ai eu la chance d'assister, notamment en tant qu'observateur de ces scrutins. Tout ceci donc donnait évidemment beaucoup d'espoir et le sentiment peut-être en Occident que les choses allaient se normaliser. C'était évidemment mal connaître la situation afghane et ses complexités. Le fait que nous sommes dans une nation et dans un environnement géographique, géopolitique, culturel fort différent, avec des forces modernistes et des partisans plutôt ancrés dans une vision moins avant-gardiste ou moderne de l'Afghanistan, tirant plutôt le pays vers le bas, où l'Afghanistan, malheureusement aujourd'hui en 2024, continue un petit peu à se trouver entre deux époques, malheureusement. C'est vrai que cette période a suscité des espoirs. La preuve, en parlant de votre parcours personnel tout à l'heure, votre famille, vous-même, êtes revenu en Afghanistan durant cette période. C'est comme ça que vous voyez les choses, vous, votre famille, à l'époque de votre retour en Afghanistan, après une période d'exil en Iran ? Oui, tout à fait. Je pense que la population afghane était très, très fatiguée à l'époque de toutes ces années de guerre et il y avait un élan de reconstruction, notamment parmi les jeunes. Enfin, moi, j'en faisais partie. Je suis partie de l'Iran pour pouvoir intégrer l'université de Kaboul. J'ai commencé parallèlement à travailler dans une ONG qui distribuait des colis alimentaires déjà sur Kaboul. Et je voyais, avec les jeunes gens de ma génération, qu'ils avaient tous un objectif commun de participer à cette construction. Ils étaient très contents de présence de l'Alliance du Nord, l'OTAN. Donc la liberté existait, toutes les formes d'expression étaient possibles à l'époque, dans les cercles où vous évoluez, à Kaboul, Kaboul n'étant pas l'ensemble, bien entendu, de l'Afghanistan. Il y avait, comment dire, il y avait des formes de liberté. On pouvait se permettre de s'exprimer sur certains sujets, mais il faut savoir qu'on est encore en Afghanistan, dans un pays très traditionnaliste, même si à Kaboul, les gens ou les familles prétendaient d'être plus libres, en tout cas après tant d'années de guerre et de l'influence religieuse, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de restrictions, même au sein de ma propre famille. J'ai été promis à mon cousin, par exemple. Dans le cadre de notre vie familiale, on n'avait pas le droit, c'est-à-dire que cette confiance n'existait pas. La confiance a été rompue à cause de la guerre et, en fait, le seul moyen de rester en sécurité, c'était de s'unir entre la famille. Alors, vous avez connu cette période de 97 à 2021. C'était la première période durant laquelle les talibans ont été au pouvoir en Afghanistan. Dans quelle mesure est-il possible de comparer cette période d'exercice du pouvoir des talibans avec celle que l'on connaît depuis août 2021, aujourd'hui, dans le pays ? Oui, ça repose sur les fondamentaux des fondamentalistes. Et donc sur une interprétation extraordinairement rigide de l'islam, l'interprétation des wahhabites ou encore des salafistes. Et donc, évidemment, sur le plan social, la situation et l'ambiance est la même que celle que j'ai connue entre 1997 et 2001. Parce que ça n'a pas empiré, c'est exactement la même structure, c'est-à-dire qu'il y a un ministère de ce qu'on appelle vice et vertu, de la répression du vice et de la promotion de la vertu, avec des gens à la saoudienne. En fait, ce qu'ont voulu faire les talibans, c'est ce qu'avait fait l'Arabie saoudite depuis des décennies. Et ce qui est en train de se transformer en ce moment avec le prince héritier, qui a introduit un peu de modernisation, etc. Avec un peu de naïveté peut-être, un certain nombre d'Occidentaux considéraient que la génération des talibans de 2021 n'était plus la même que celle de la fin des années 90. Ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait d'autres. C'est-à-dire qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de ces talibans qui avaient été au pouvoir dans la première période
sont allés au Qatar. Certains des dirigeants sont allés au Qatar. Ils ont pu constater au Qatar que des femmes peuvent être amenées à occuper des positions très importantes à l'université, dans les hôpitaux, voire même dans les instances gouvernementales. Et donc tout ça, ça les a influencés, ça les a impressionnés. Et certains d'entre eux sont revenus en Afghanistan avec l'idée qu'il fallait ouvrir la société davantage aux femmes qu'ils ne l'avaient fait lors de la première période. Et donc, ils avaient promis aux Américains lors des négociations de Doha avec Trump que sur le plan des mœurs, etc., il y aurait une certaine ouverture, que la condition féminine serait davantage respectée qu'elle ne l'avait été lors de la première période. Et la communauté internationale a découvert qu'une fois qu'ils étaient au pouvoir, après quelques signes qui laissaient entendre qu'en effet, les filles allaient pouvoir continuer dans certaines conditions, mettant des rideaux, etc., d'aller à l'école, d'aller à l'hôpital, mais ça se refermait petit à petit. Et alors, ce qui est important, c'est de se demander pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors certains vont dire c'est la duplicité des talibans qui, d'ores et déjà, avant d'arriver au pouvoir, avaient décidé que de toute façon, les femmes se verraient coupées du monde. Mais d'autres pourraient considérer qu'il y a des raisons politiques sous-jacentes à ce phénomène. C'est que, étant donné qu'aujourd'hui, il n'y a plus la guerre en Afghanistan, c'est la première fois depuis presque 50 ans que le pays est en paix. Mais il y a une épine dans le pied de cette paix, c'est le fait qu'il y a des mouvements terroristes, djihadistes. Les talibans ne sont pas des djihadistes, hein, ce sont des fondamentalistes musulmans, très rigoristes, mais ce ne sont pas des djihadistes. Et ils ont une antipathie, une aversion très profonde pour Al-Qaïda. Ils sont les ennemis d'Al-Qaïda qui, lui, est un mouvement djihadiste. Et donc, je crois qu'une des raisons principales de cette obstruction, c'est le fait que les talibans craignent que leur base ne soit davantage attirée, au cas où ils feraient des réformes en direction des femmes, davantage attirée par l'idéologie de Daesh que par la leur. Et qui sont encore plus radicaux. Qui sont bien plus radicaux. Je voudrais que, à travers peut-être 2-3 indicateurs économiques, sociaux, vous nous donniez un aperçu de ce qu'est la situation de ce pays aujourd'hui, après le départ de cette coalition occidentale. Alors elle demeure donc sur un panorama général extrêmement dur, extrêmement, pour ne pas dire passable, sinon extrêmement médiocre. La Banque mondiale ces derniers jours donc, faisait un état des lieux au dernier trimestre 2024 et elle donnait quelques petits indicateurs, comme peut-être pour la première fois depuis 3 ans, il va y avoir un début de croissance économique ou un retour de croissance économique timide en dessous de 2,5% après 2 années de forte contraction, notamment donc, en 2020 et 2021. C'est déjà ça. Mais malheureusement, l'ensemble des autres indicateurs demeurent terribles. L'Afghanistan demeure le pays où la mortalité infantile, là on n'est plus dans le socio-économique, on est dans l'humain, qui est encore plus prégnant. Donc les chiffres sont encore terribles. On manque cruellement de tout. Aucune création d'emplois, malgré les milliards de dollars et les efforts de reconstruction des infrastructures, mais on n'a pas réussi à créer d'industrie, on n'a pas réussi à créer de métiers. Il y a une reprise forte également de la production de l'opium à Pavo, qui, une fois raffiné, se transformera en morphine, en 85% de la production mondiale d'opium se situe en Afghanistan aujourd'hui. C'est vrai. Cependant, la production, nous dites-vous, continue. En 2022, donc, de mémoire, donc, les talibans ont interdit totalement la production. Ces 2 dernières années, probablement pour répondre entre guillemets à un mécontentement populaire, il n'y a aucune autre perspective économique, il ne s'agit pas de les pardonner, loin de là. On note, l'ONU note une montée en puissance, donc au moins de plus de 25% de la production cette année. Donc effectivement. Il n'y a pas grande matière à perspective, à se réjouir d'un point de vue observation économique. Un potentiel existe toujours en Afghanistan. C'est un pays qui est riche en hydrocarbone, en charbon, en gaz naturel, qui a un potentiel hydraulique fort, des pierres précieuses et semi-précieuses. Il y a beaucoup à faire. Il y a des perspectives d'investissement sur lesquelles lorgnent certains pays voisins de l'Afghanistan. On pense ici notamment à la Chine, qui serait prête à consentir un certain nombre d'efforts et d'investissements risqués. Mais malgré tout, tout ça ne se transmet absolument pas jusqu'à l'individu qui se désespère, entre guillemets. Aujourd'hui, vous avez, je crois, 80% des familles ou des foyers afghans qui vivent avec moins d'$1 par jour pour vivre.
Donc la situation demeure extrêmement ténue. C'est un sujet donc de mécontentement pour les Afghans, mais également de désespérance, chose qu'on évoquait déjà tout à l'heure. Alors la situation des femmes, vous l'avez un peu commencé à l'évoquer. Je vais donner simplement quelques restrictions imposées aux femmes aujourd'hui dans le pays. Accès à l'éducation interdit aux femmes afghanes à partir de 12 ans. Voile intégral obligatoire pour les femmes dans l'espace public, de préférence d'ailleurs la burqa. Université, formellement inaccessible aux femmes depuis décembre 2022. Décret annonçant la fermeture définitive de tous les salons de beauté en Afghanistan. Volonté de rétablir la peine de lapidation publique pour les femmes, affirmée et réaffirmée en mars dernier, c'est tout récent. Les femmes ne peuvent plus chanter, lire en public, se déplacer sans un mahram, autrement dit un parrain, se parfumer, se maquiller, ni regarder les hommes avec lesquels elles n'ont pas de liens familiaux. Puis, c'est tout récent, ça date d'octobre dernier, une nouvelle loi interdit aux femmes de faire entendre leur voix, même lorsqu'elles se trouvent parmi d'autres femmes. Les femmes n'ont désormais plus le droit d'être entendues en public en train de parler, et ce, même entre elles. Mmh. On invisibilise complètement les femmes en Afghanistan aujourd'hui. Oui, malheureusement. C'est une situation, c'est une sorte de mort à petit feu. Je pense que c'est très compliqué de voir que les États occidentaux, notamment les États-Unis, ont permis à ce défaite et de faire en sorte que la situation des femmes afghanes se détériorise à ce stade. Malheureusement, on n'a pas aucun levier politique, aucun rapport de pouvoir mis en place avant de partir de l'Afghanistan, parce que ce retrait de l'armée américaine est arrivé assez soudain. Ça a été mis en place, annoncé très rapidement, avant que, en tout cas, on puisse se préparer. Et je pense que les femmes n'ont plus aucun relais politique dans ce pays. Exactement. En fait, c'est idiot de croire qu'on n'avait pas prévu cette situation. C'est-à-dire que quand on commence à négocier avec les talibans en 2020, qui avait déjà commencé en 2019. Négociation qu'on a évoquée tout à l'heure. Oui, bien sûr, on pouvait imaginer que les premières victimes de cette négociation, ça va être les femmes. Et on en est là à l'ignorance complètement de l'existence des femmes. Et il y a quelques jours, ils ont encore annoncé des nouveaux décrets qui interdit aux femmes de faire des études dans la santé. Ça veut dire que déjà, il y a le taux de mortalité en Afghanistan qui est très, très élevé. Les femmes n'ont pas accès aux soins maintenant, aujourd'hui, ni à faire des études. C'était les seules études qu'ils pouvaient faire, qu'ils avaient le droit de faire entre-temps. Mais maintenant, cela est interdit. Il faut imaginer que quelconque épidémie, si ça se déclenche en Afghanistan, on n'a pas de moyen de l'arrêter. Alors ça explique peut-être qu'aucun pays aujourd'hui ne reconnaît officiellement le régime taliban en Afghanistan. Cette situation réservée aux femmes, et c'est vrai qu'elle avait été évoquée à l'occasion des négociations avec les talibans et les forces occidentales, à commencer par les Américains qui étaient autour de la table à Doha dans un premier temps. Les promesses n'ont pas été tenues du côté taliban. Est-ce que cette situation des femmes explique le fait qu'aucun pays aujourd'hui ne reconnaisse officiellement ce pays et qu'aucun pays ne semble, en tout cas officiellement, accepter une forme de dialogue avec ce régime taliban ? En fait, quand on pense à la communauté internationale, on a les États individuellement et on a aussi la communauté internationale sous sa forme des organisations internationales. Et là, heureusement, les organisations internationales sont présentes en Afghanistan. Et sans elles, le pays s'effondrerait en un instant. Et en fait, il tient par ça. Il se tient par ça, par les ONG, à la fois... À commencer aussi peut-être par les agences des Nations Unies qui sont encore présentes sur place. C'est ça, c'est ce que je disais, oui, le multilatéral, donc les agences spécialisées des Nations Unies qui sont toutes présentes et qui ont à leur service évidemment des ONG afghanes aussi qui font du très bon travail et qui essayent de faire ce qu'elles peuvent auprès des femmes. Mais sur le plan politique, effectivement, le monde occidental
est bloqué à cause de cette affaire de la situation des droits des femmes, hein, qui est tout à fait insupportable. L'opinion publique, enfin les dirigeants occidentaux craignent, on peut le comprendre, que l'opinion publique ne se fâche si des liens venaient à être établis. Et on était dans la même situation il y a 25 ans. Hein. Lorsque j'ai été nommé à Kaboul, il n'y avait que la France. Et donc, il n'y avait pas d'autre État occidental. Nous avions tenu à être représentés en Afghanistan parce que nous y avions des intérêts très forts en termes humanitaires. Nous avions des ONG et c'était au fond la raison de ma présence là-bas à ce moment-là, la raison principale. Et aujourd'hui, je crois que nous aurions des intérêts plus importants à y retourner collectivement parce que si on dialogue, quelle que soit la radicalité des personnages en question, si on dialogue avec eux, on sait ce que ça a été que de ne pas dialoguer avec eux. Ça aboutit finalement au 11 septembre et à une radicalisation sans cesse croissante. Et donc on sait ça, on a l'expérience du passé. Donc on ne se sert pas de cette expérience pour essayer d'aller de l'avant aujourd'hui. On sait que l'ostracisme qui désigne les talibans est contre-productif puisque c'est l'enseignement du passé. Pourquoi n'essayons-nous pas à nouveau d'engager ceux des talibans, parce qu'il faut savoir que les talibans ne sont pas un mouvement homogène. C'est un mouvement extraordinairement disparate qui vient d'univers complètement différents. Et donc il y a des gens parmi eux qui sont des radicaux indécrottables, et il y en a d'autres qui sont des personnes qui suivent le mouvement parce qu'il y a des décrets qui sont imposés depuis Kandahar, où se trouve le leader suprême, qui ne peuvent pas faire autrement, mais qui, en privé, disent qu'ils sont absolument pas d'accord. La plupart des ministres des talibans à Kaboul ont leurs enfants à l'école, y compris les filles, mais pas en Afghanistan parce que ça n'est pas possible. Ils les mettent au Pakistan, ceux qui peuvent les mettre plus loin, etc. Donc en vérité, je voudrais quand même redonner, enfin je l'ai écrit, etc., j'ai eu l'occasion de le dire, mais lorsque j'étais à Kaboul, j'avais été voir le ministre de la Santé, à un moment donné, j'avais obtenu de lui, à force de discussion, qu'il réouvre les hôpitaux pour les femmes. Et donc, voilà, c'est un exemple. J'étais évidemment obsédé par cette affaire de la condition féminine. Et on peut y arriver, mais ce n'est pas en les ignorant qu'on y arrivera. D'ailleurs, les Nations Unies prônent le compromis. Et très concrètement, à travers plusieurs rencontres qui auront lieu toujours et encore à Doha, d'ailleurs, eh bien, ils essayent de trouver des solutions et de mettre autour de la table un certain nombre de pays occidentaux, les États-Unis, bien entendu, les talibans, et puis aussi des représentants de la société civile. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que les talibans ne veulent pas de représentants de la société civile, n'en ont pas voulu. Et puis, à côté de ça, eh bien, les talibans ont tout de même accepté d'aller, la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en juin dernier, autour de la table des négociations. Est-ce qu'il est encore possible, est-ce qu'il est nécessaire ce dialogue, comme ça vient d'être dit, avec les talibans pour résorber un tant soit peu la situation de ce pays? Il est difficile de voir une situation totalement bloquée et d'y voir après une solution merveilleuse. On est quelque part entre les deux. Ne pas discuter donc avec les talibans, c'est peut-être en prendre entre guillemets le risque, comme l'évoquait l'ambassadeur à l'instant, donc de les enferrer dans cette radicalité. D'un autre côté, quel levier avons-nous aujourd'hui sur le gouvernement, qui est un gouvernement intérimaire, une fois encore reconnu par personne, alors que le premier quinquennat, si je peux dire, taliban entre 1996 et 2001, nous avions au moins 3 pays, le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui avaient reconnu ce régime. Et le Koweït même. Oui. En effet, exact. Donc aucun gouvernement de ces 3 ou 4 gouvernements ne l'a fait cette fois-ci. Le dernier levier que nous avons actuellement sur cet émirat islamique afghan, qui est exécrable à mains égards, c'est ne pas accéder justement à cette demande de reconnaissance. Il ne se passe pas un jour sans que la diplomatie talibane, depuis Doha notamment, mais et ailleurs, donc de Qatar et d'autres capitales relativement ouvertes sur la question du dialogue, ne presse les uns les autres jusqu'à l'opinion publique, jusqu'aux médias, pour demander il est temps de nous reconnaître, que nous accédions à cette communauté internationale comme un État fréquentable. Nous n'avons guère d'autre levier, entre guillemets, que celui de lui dire oui, certes,
Mais quid donc des dossiers sur lesquels vous n'honorez pas vos engagements? Donc la condition féminine, entre autres choses, sur lesquelles vous revenez trimestre après trimestre sur vos engagements. Donc je serais tenté, à titre personnel, de ne pas être fermé à cette idée, mais de conserver par ce biais-là quand même le dernier levier probablement que nous avons, un levier sur lequel certaines capitales asiatiques régionales s'assoient, si je puis dire, de plus en plus, en tout cas le foule aux pieds. Nous avons la Chine, nous avons la Russie, nous avons le Pakistan, nous avons peut-être l'Iran dans une certaine mesure, qui dialogue beaucoup avec la direction talibane, serait certainement prêt à être les tout premiers à constituent, vous citez des pays qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui un axe anti-occidental. D'ailleurs, vous venez de citer la Chine, vous venez de citer la Russie, l'Iran, le Pakistan. Donc, qui auraient intérêt, eux, à ouvrir ce dialogue avec les talibans aux yeux et à la barbe des Occidentaux? Il y a quelques jours encore, donc les représentants du gouvernement russe disaient que reconnaître tout de suite le régime taliban, ce n'est pas faisable. En revanche, les délister de certaines... donc, le gouvernement taliban figure encore sur la liste des organisations terroristes internationales, onusiennes, américaines et d'autres, jusqu'en Europe. Le gouvernement russe serait favorable, là, dans un premier temps, par exemple, les retirer de cette liste et de retirer d'autres. C'est un premier pas vers une reconnaissance internationale. Je me demande si c'est une excellente idée. La féministe que vous êtes, j'imagine, considère que le droit des femmes est non négociable. Oui, je suis d'accord complètement avec vous, justement. Mais vous êtes opposé radicalement à ouvrir le moindre dialogue avec les talibans tant que les choses ne bougent pas, notamment sur cette question de la condition des femmes dans le pays. Je pense qu'en fait, la condition des femmes n'est pas le problème du monde. Justement, la plupart des grands pays et pouvoirs du monde sont dirigés par des hommes très dictateurs. La Russie avec Poutine, États-Unis avec Trump, Bolsonaro. Les grands dirigeants du monde sont des hommes dictateurs. Donc, et dans tous ces pays, là, on voit une détérioration de la situation des femmes. Aux États-Unis, les femmes n'ont pas le droit d'avortement. Quelle est la différence des États-Unis avec l'Afghanistan? Donc, on est dans le même cas de figure, j'ai l'impression. Et après, je suis d'accord avec vous. Plus on voit les dirigeants talibans voyager tranquillement, participer dans les débats internationaux auprès de d'autres dirigeants et aussi faire des contrats, des conventions, je ne sais pas, une sorte de diplomatie régionale entre les pays voisins et les talibans, ça prépare en quelque sorte leur intégration et leur légitimisation. Non, il n'y a pas eu le moindre taliban qui se soit rendu dans les pays occidentaux. Je pense qu'il y avait une réunion en Suède en 2022, si je ne me trompe pas. Ça, c'était pour... Mais pour moi, ça, c'est un voyage. Il y avait aussi un dirigeant taliban qui a voyagé en Norvège, en Allemagne, et il s'est retrouvé parmi des fidèles, c'est-à-dire au sein de la communauté afghane, en tout cas, à travers l'Europe, on voit qu'il y a une sorte de sympathie pour les talibans, parce qu'il y a la paix qui est revenue, soi-disant, en Afghanistan. Est-ce que les djihadistes ont repris pied en Afghanistan? Là aussi, les talibans sont engagés à garantir la sécurité, en réalité. J'ai vu que notamment une filiale de l'État islamique, appelons ça comme ça, l'État islamique au Khorasan, EIK, avait des bases aujourd'hui en Afghanistan. Est-ce que les djihadistes, aujourd'hui, ont repris pied en Afghanistan et qui sont ces djihadistes? Il faut savoir que le pouvoir central en Afghanistan, en toutes les périodes, n'a jamais été capable vraiment d'irriguer son pouvoir dans toutes les provinces. C'est un pays montagneux, en partie désertique, etc. Et faire régner l'ordre dans ce pays, ça n'a jamais été l'apanage d'aucun régime. C'était pourtant la garantie avancée aux Occidentaux aussi. La garantie, c'était qu'ils allaient s'en prendre aux djihadistes. Et ça, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il y a eu des succès remarquables. Ils l'ont payé quand même assez cher, puisqu'il y a eu beaucoup d'attentats terroristes pratiqués par le Khorasan, en particulier contre des mosquées chiites, puisque ces terroristes sont particulièrement acharnés contre les chiites.
Les chiites, bon, c'est une minorité en Afghanistan, mais c'est une minorité importante. Il y a en 15%. particulier les gens de l'Hazarajat et aussi au nord-est et dans quelques autres régions. Et donc, c'est une minorité considérable, néanmoins qui a souvent souffert des politiques des pouvoirs centraux en Afghanistan à travers les âges. Donc, les talibans ont fait le job. Mais en même temps, il y a des actions terroristes, il y a plusieurs bases, en particulier dans les zones qui sont voisines du Pakistan, plusieurs bases qui n'ont pas encore été entièrement démantelées. Il y en a aussi dans le nord, non loin du Tadjikistan. Mais les talibans s'y emploient, leurs services de renseignement sont assez compétents. Et donc, ils arrivent à déjouer un certain nombre d'actions violentes. Sur cette présence djihadiste sur le territoire afghan, et ça sera le mot de la fin. Présence djihadiste, présence terroriste classique, si je peux dire aussi. Nous avons les Nations Unies, pardon, les États-Unis ont sur leur liste une vingtaine d'entités terroristes d'origine pakistanaise, avec le blanc-seing ou non des autorités de ce pays, c'est à voir, mais qui auraient donc une présence plus ou moins marquée dans certaines des 34 provinces du pays, encore à l'heure qu'il est. Au vu et au su, probablement, de certaines autorités talibanes, d'autant plus que les services de renseignement de ce pays, nous les avons à peu près formés pendant une vingtaine d'années, ça va à peu près faire le travail. Donc là, une fois encore, duplicité, impossibilité ou temps nécessaire pour réaliser l'objet de la demande de leur feuille de route, ça sera le mot de la fin, certainement. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à ce débat doc aujourd'hui pour parler de l'Afghanistan. Vos réactions, ça sera sur #débatdoc. Merci aussi à Félicité Gavalda et Victoria Bellet qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous avec Débat Doc, ce sera la même place, la même heure et toujours avec son documentaire et son débat. À très bientôt.